Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, salut Anaëlle. Salut. Est-ce que tu peux te présenter et présenter Joala s'il te plaît? Alors, je m'appelle Anaëlle Terry, je suis pépiniériste depuis 8 ans. Ça c'est fini, maintenant j'arrête. Et je fais de la recherche en agroforesterie syntropique en Dordogne, en Périgord, depuis presque 5 ans maintenant, tout azimut, pour adapter les principes de l'agroforesterie syntropique au climat tempéré. En gros, et sinon j'ai un background universitaire en anthropologie, en histoire, philosophie orientale et je suis auteure pour enfants aussi. J'ai écrit aussi un bouquin sur la syntropie qui vient de sortir. C'est déjà pas mal. C'est très bien. Et du coup, Joala, c'est l'espace avec lequel je travaille. Sur un mi-hectare, là, j'ai 25 espaces tests en expérimentation, dont beaucoup qui font partie du musée des erreurs, parce que c'est dans ce temps qu'on pousse en règle générale. Et donc là, je vais vous présenter les espaces qui ont bien fonctionné et pourquoi. Et qu'est-ce que c'est la syntropie et ce genre de choses. Et donc voilà, là on est juste devant un espace potager. À côté, il y a les eucalyptus, les trois sœurs, la tortue d'ombre, enfin bref, il y a plein les tortues. J'ai plein de tortues, vous allez voir. On a hâte de voir ça. Ah, voilà, on y va. Allez. Qu'est-ce que la syntropie? Une bonne question. La syntropie, ça vient du grec syntropia, qui veut dire en gros aller du simple vers le complexe. Or, le vivant, et par essence, il va vers toujours plus de complexification, diversification et de coopération vers l'abondance. Ce mot-là a été utilisé par Ernst Götsch, qui est fondateur de la syntropie et qui l'utilise depuis plus de 40 ans au Brésil et qui a fait des choses incroyables. Et ça s'est énormément développé dans tous les pays tropicaux et subtropicaux. Il y a des milliers de paysans qui travaillent comme ça aujourd'hui à travers le monde, dans les pays tropicaux et subtropicaux. En France et en Europe, on a 6-7 ans de recul maximum sur des climats tempérés. Du coup, on n'a pas de recul, ou très très peu. C'est surtout qu'il faut adapter à notre climat, au fait qu'on ait des hivers, à des plantes. On n'a pas des bananiers qui poussent de 4 mètres en 10 mois, ça c'est certain. Pas de bananiers du tout ici d'ailleurs. La syntropie pour moi, c'est d'abord fondamentalement retrouver une présence juste et bénéfique qui va dans le sens du vivant. En tant qu'être humain, retrouver un rôle bénéfique, c'est quand même déjà pas mal, parce qu'on peut être un extraordinaire accélérateur vers l'abondance. Ce qui change un peu de notre rôle habituel de destructeur patenté, parce que ça on sait très bien faire. Et donc c'est d'abord comprendre profondément et avoir un énorme changement de paradigme et d'aller vraiment, de comprendre vraiment le sens du vivant, les leviers de l'abondance, tout le système qui sous-tend le vivant en règle générale. Et à partir de là, il y a des applications techniques. C'est pas une recette de cuisine. C'est pas on fait ça marche et tout ça. Il y a vraiment un énorme changement à l'intérieur. Faut retourner la chaussette pour appliquer ça. Et donc c'est ça que je fais depuis. Il y a à la fois l'aspect philosophique très profond, qui peut aller très très profond, et à la fois un aspect très pratico-pratique. Il faut que ça fonctionne quand même. Et on peut faire à peu près toutes les productions. Moi je dois avouer que je m'intéresse pas trop à tout ce qui est grande culture céréalière, parce que déjà c'est plutôt du messicole et la syntropie ça part vers la forêt. Et puis sinon on peut faire tout ce qui est animal, végétal, que ce soit maraîchage, potager, petits fruits, arbres fruitiers, bois d'œuvre, bois de chauffage, c'est sans fin en fait, il n'y a pas de limite. En gros, pour faire très très gros, plus on plante, plus on produit, plus le sol est riche, moins on arrose. C'est quand même pas mal. Quelles sont les différences entre l'agriculture syntropique pratiquée par Ernst Götsch et son adaptation au climat tempéré en France? Déjà, c'est pas le même climat, c'est sûr. Donc c'est surtout, les principes fondamentaux sont les mêmes, qu'on soit au Brésil, qu'on soit en Norvège, qu'on soit en Suisse, en Belgique ou à Tataouine-les-Bains. Ça a même été utilisé dans le désert. Mais pour l'application pratique qui est adaptée au type de plantes qu'on a et au type de saison qu'on a, si on peut encore parler de saison, à Bravdam il n'y en a plus. Par exemple, la première chose que j'ai observée chez moi, c'est que j'ai commencé à planter comme j'ai appris. C'est-à-dire des lignes
les peupliers et les saules étaient censés remplacer les eucalyptus et les bananiers pour la perturbation, pour la coupe et la biomasse. Et les interlignes qui sont très très importantes, notamment dans les plantations tropicales, pour avoir une énorme biomasse, pour pouvoir la poser sur les côtés et faire des boudins, entre guillemets, et protéger faire des nids. Sauf que ça suffit pas. Le peuplier et le saule, ils remplacent pas l'eucalyptus, ça suffit pas. On a beau des fois, même quand c'est des années fantastiques où il pleut assez, tailler 6-7 fois, on n'a pas assez de biomasse, ça suffit pas et on passe son temps à désherber. Donc ça m'allait pas. Et du coup j'ai complètement changé l'apport et on va aller voir, mais j'ai décidé de travailler complètement différemment pour être totalement autonome en biomasse sur chaque ligne et avoir une autonomie complète. Directement à la fois en biomasse azotée et en biomasse carbonée parce que le sol a besoin des deux. L'autre problématique principale, celui qui est là par exemple, il a 4 ans, il n'y a pas eu d'arrosage extérieur parce que j'ai pas les possibilités d'arroser, mais ça ne crée pas de système secret de l'eau. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut de la strate, il faut de la densification et tout ça. Il n'y a pas assez de biomasse, on n'est pas autonome en biomasse, ce qui fait qu'il faut aller ramener de la paille. Bon, les bordures, il faut désherber. Bon, là j'ai abandonné, ça fait 4 ans. Maintenant, il se débrouille. Je ne l'ai pas abandonné, c'est mon musée des erreurs personnelles. Mais donc, il n'y a pas de système qui se crée, ou alors il faut attendre très longtemps. Il n'y a pas d'autonomie en biomasse, ou alors il faut attendre très longtemps. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'autonomie, la résilience en eau, une autonomie en biomasse le plus rapidement possible, et le saut du chat, c'est-à-dire le fait que le sol passe d'un état stationnaire à une explosion de vie. Et là, il n'y a pas. Et quand il y a un saut du chat, c'est pas pareil. On enchaîne sur le saut du chat, c'est fantastique. Ça, c'est une erreur sur les petits fruits qui est souvent faite. C'est pas parce que c'est rouge que c'est mûr. Quand ça a la bonne couleur cassis ou groseille, il faut attendre au moins 2-3 semaines que ça se gorge de sucre. C'est pour ça que généralement les gens n'aiment pas les petits fruits. Alors qu'en fait, c'est super bon. Donc, laisse encore, voilà, ça manque du sucre. Par exemple, cette ligne-là, toute seule dans un coin, je ne suis incapable aujourd'hui ça c'est une de mes erreurs aussi, bon, c'est une jolie erreur quand même, mais je suis incapable aujourd'hui de replanter comme ça, parce que je plante en système, je plante en bloc, parce qu'il y a une interaction générale qui va se créer, et là, elle est toute seule, quoi. Donc on est en train de rattraper avec de la toile tissée, pour faire des bordures vivantes qu'on va planter l'hiver prochain, et elle va rentrer dans un système plus large de plantation qui va se faire ultérieurement. Alors à propos de saut du chat, ici on se trouve dans la mini Syntropic Forest. Chaque expérimentation a un but bien précis. Là on vient de faire la 3e perturbation de l'année, c'est-à-dire qu'on a taillé beaucoup, on a remplacé la masse animale, parce qu'on a légèrement exterminé 85% de la masse animale sur Terre. Donc la perturbation qui va avec a été complètement anéantie. Et donc tous les leviers d'abondance, on ne va pas rentrer là-dedans spécifiquement maintenant. Et ici on est sur 42 mètres carrés, il y a 8 arbres fruitiers, 30 petits fruits et 15 arbustes à baies comestibles en production principale. Ensuite, il y a des centaines de boutures de saules, de boudléa, de goji, des 60 pieds de sauge, 60 pieds de consoude, 60 pieds de mélisse, des 5 pieds d'artichaut. Et tout ça, ce sont des plantes qui sont là pour la biomasse, pour la perturbation. Si on veut pouvoir perturber, ça veut dire qu'on peut pouvoir donner beaucoup de biomasse au sol, vivante, parce que la seule valeur ajoutée, et la seule et unique valeur ajoutée au monde, c'est la photosynthèse en fait. Si on veut donc donner à manger au sol, il faut qu'il y ait une extraordinaire densification. Donc là par exemple, on a coupé, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais on a tellement taillé qu'en fait il y a 4 jours on ne passait pas dans les allées. Et c'est la 3e fois qu'on taille ce printemps-ci. Cette zone-là, elle a 2 ans et demi depuis plantation, ou presque 2 ans et demi. Et les plantations principales qui gagnent beaucoup à la perturbation, elles, on ne les perturbe pas, mais elles poussent 2 fois plus vite qu'en plein champ. Et quand je dis en plein champ, ça veut dire paillé et arrosé. Alors qu'elles ont eu un arrosage la première année, un arrosage l'année dernière quand il faisait une chaleur de dingue, et tout était vert, et on a taillé 5 ou 6 fois chaque année. Par exemple, le ragoût minier, qui est connu pour être assez lent à la détente, il fait, je ne sais plus combien il fait parce qu'il a encore grandi, mais quand je les ai mesurés au début du printemps, il faisait 1,40 m à l'époque, alors que tous les ragoûts miniers, à peu près qui ont eu le saut du chat,
Et ceux qui ne l'ont pas eu et qui ont qui sont âgés de deux fois plus de temps, ils faisaient que 1,10 m. Donc c'est énorme. Et par exemple, les eucalyptus qu'on voyait tout à l'heure, ils n'ont pas eu le saut du chat. Donc là, cette année, ils vont l'avoir. Ils n'ont pas eu le saut du chat et ils étaient à une moyenne d'1,50 m. Et les mêmes plantés au même moment, là où il y a eu le saut du chat, 3 mètres. Donc ça a vraiment doublé, c'est très impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant à voir. Le saut du chat, c'est vraiment le c'est vraiment super. Et comme tu peux voir, tu me posais la question tout à l'heure. Je me demandais si on pouvait marcher sur les plantes qu'on soude. Oui, parce que en fait, quand on taille, l'autre problématique, c'est que, enfin, je te disais tout à l'heure quand on se baladait, il y a 3 problématiques principales en Saint-Tropez, il faut quand même les dire. Hein. Un, il faut savoir dealer avec l'abondance, parce que des fois on rentre plus dans les chemins, il faut tailler, quoi. C'est pas le potager du paresseux où tu fais rien. Faut quand même tailler, mais tu désherves plus, tu tailles, c'est tout. Et des fois, enfin, tout est trop vert, du coup au niveau visuel c'est moins sympathique. Et des fois on sait plus où mettre la biomasse, donc on la met dans les chemins. Là, ce sont des excédents de biomasse, on sait plus quoi en faire, ce qui est quand même un problème de riche, comme disait mon ancien stagiaire. Et on n'arrive pas à tout ramasser parce que ça produit tellement que... Voilà, c'est assez rigolo. Et donc, ce qui est particulier à propos de cette expérimentation-là, il n'y a pas eu du tout de tournesol et de maïs comme on a pu voir sur d'autres expérimentations, mais je veux une autonomie totale en biomasse. Et j'ai été autonome en biomasse, c'est-à-dire que je n'ai plus rien apporté de l'extérieur, ni paille ni rien, à partir de 3 mois après la plantation, la première année. Donc c'est fini. Et l'eau, j'ai arrosé une fois l'année dernière. Et là, j'ai pas arrosé. Voilà. Donc c'est l'autonomie, résilience en eau, autonomie en biomasse, et pousse 2 fois plus rapide des productions principales. Et en plus, les insectes sont heureux comme tout. Et pour tes plantes à biomasse, est-ce que tu plantes ici une densité impressionnante de saules, de consoude? Comment ici tu vas gérer dès le début pour être autonome en biomasse? Je vais donner les chiffres tout à l'heure que j'ai mis sur 42 mètres carrés. En fait, ce que je vais faire, c'est au lieu d'avoir des boudins de paille sur les côtés des plantations, je fais une bordure vivante. Pour revenir donc sur le fait que la photosynthèse est la seule et unique valeur ajoutée au monde, pour donner une idée, sur une matière sèche, que ce soit de n'importe quelle plante, en fait, du chêne au sauge en passant par le cassissier, il y a 97 à 98% de cette matière sèche qui provient de rien de tangible, de la photosynthèse. C'est de la magie à l'état pur en fait. Ça a créé, la photosynthèse, elle a créé tous les sols d'abondance sur lesquels on vit, et puis même ceux qu'on a dégradés en plus. Elle a donné la possibilité à tout ce qui est respiratoire de se développer, donc nous-mêmes aussi. Hein. Toutes les chaînes alimentaires sont basées sur la photosynthèse. Toutes nos civilisations sont basées sur la photosynthèse parce que toute notre économie est basée sur la photosynthèse et la totalité du vivant est basée sur la photosynthèse. Donc c'est la seule et unique valeur ajoutée au monde. Donc il ne faut pas avoir peur du vert. Ceci dit, il ne faut pas planter tout n'importe comment ou quoi que ce soit. Il y a des distances. Enfin, j'ai fait plein d'expérimentations pour pas que ça se chevauche trop. Ici, par exemple, on vient de tailler à 2-3 jours, donc il y a une énorme glace. Parce que là, on savait où la mettre justement. De consoude. Voilà les pieds de consoude qu'on vient de tailler avec les petites feuilles qui vont arriver derrière là. C'est la 3e fois qu'on les coupe cette année. Il y a de la mélisse aussi et la sauge qui était toute petite au début de l'année, elle prend maintenant sa place et en fait ça va se succéder. Parce qu'en Saint-Tropez, on va planter un film qui se succède dans le temps et dans l'espace. C'est vraiment un puzzle multidimensionnel. On peut planter une production qui va donner au final 200 ans du bois d'œuvre. Et entre ces 200 ans ou 250 ans et la première année, il y aura une production continue. On peut commencer par... On plante tout en même temps, tout. Tout ce qui va donner dans 2 mois, 6 mois, 3 ans, 20 ans, 50 ans, 250 ans. Et du coup, on peut avoir ça évolue. Donc on va avoir des légumes, on va avoir peut-être des poules pondeuses, on va avoir des petits fruits, on va avoir des fruitiers. On va avoir des arbres pour la biomasse, pour le bois de chauffage par exemple, et puis des arbres, des troncs pour dans 250 ans, hein, pour le bois d'œuvre. Et du coup, il y a vraiment une succession dans le temps et dans l'espace, et tout un processus de système. Et donc là, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, comme tu le vois, la différence c'est que j'ai plus d'interlignes, et que toute ma biomasse elle est sur chaque ligne est autonome en biomasse,
Ça crée un système parce qu'il y a des systèmes de strates qui vont se protéger les unes les autres. Donc il y a des arbres qui supportent le plein soleil et d'autres qui préfèrent des plantes qui préfèrent l'ombre. Et on va vraiment jouer sur ce puzzle multidimensionnel pour avoir le maximum de photosynthèse le plus longtemps possible et avec un saut du chat le plus extrême possible. Et moi d'ailleurs je suis d'une ambition dévorante. Après le saut du chat, je veux le saut du tigre. Tu as fait plusieurs tailles successives avec tes plants de consou, toutes tes plantes herbacées, mais comment procèdes-tu avec les plantes ligneuses comme le saule? Alors, par exemple ici, on fait la première taille de l'année, c'est avant que le printemps démarre, avant que la sèvre parte. Donc ça a été taillé à ras. Ça date de ce printemps-ci. Et il y a 2 ans, c'était juste des boutures, pour donner une idée. Après, j'ai fait une première taille, on peut le voir surtout de l'autre côté, mais j'ai fait une première taille il y a 2-3 jours. Parce que on ne pouvait plus rentrer dans le chemin, donc c'est un peu embêtant. Donc toutes les branches à carboner là, qui sont trop embêtantes pour la circulation ou pour les productions principales, elles sont taillées, reposées au sol. Et ensuite, ce que je fais, c'est que le saule particulièrement, il reste vert très tard dans l'année. Donc tant que ça ne me dérange pas ni mes productions principales, ni mon passage à moi, je le laisse. Ça va faire de l'apport carboné très intéressant. Et il va rester très très tard dans l'année, il va être vert. Et l'intérêt, c'est qu'avec cette hauteur-là, il va aussi faire un petit peu d'ombre pendant l'été, en attendant. Et ensuite, je taille tout une fois que la saison de photosynthèse végétative est passée. Donc il y a une sorte de calendrier de perturbations qui découle à la fois de l'observation sur le terrain et à la fois aussi des caractéristiques. On ne va pas tailler les lignes de perturbation comme on va tailler la végétation comme la consoude, voilà. Mais ce calendrier-là, parce que ça se fait pas en 2 secondes, donc je le détaille dans le bouquin justement. Et j'ai vraiment de la chance de pouvoir suivre des cours de biologie des arbres avec un spécialiste qui habite à 5 minutes de chez moi et qui m'a vraiment permis de comprendre tout ce qui se passe derrière. Donc par exemple, je sais que pour les ligneux, la dernière taille que je vais faire, c'est les ligneux de biomasse, hein. Ça va être au maximum fin juin, parce qu'après, si je le fais trop tard, si par exemple je taille en septembre, ça risque d'avoir des repousses, mais des repousses qui n'auront pas le temps de s'aouter, tu sais, de devenir ligneuse du bois, et du coup qui risquent de souffrir au gel. Donc il y a tout un truc comme ça de succession dans le temps et dans l'espace, aussi de la perturbation. Les maximums de la perturbation, ça va être pendant la période végétative, et ça va être surtout en préparation, genre en février, avant le printemps. Et après, c'est mars-avril, mai, juin où il y en a le plus. Mai, juin étant vraiment le summum. Donc c'est à ce moment-là, il ne faut pas partir en vacances. Parce que des fois, on a de la perturbation, des fois tous les 10 jours. On peut le voir sur les tournesols derrière toi d'ailleurs. Ça, c'est la transition de ouf. Donc par exemple, les tournesols, ici, en 3 semaines, j'ai essayé de perturber 3 fois. Il y avait une trop grande densité, ce qui est fait exprès. Hein. Si tu regardes la vidéo que j'ai fait il y a 2 ans au potager, c'est la jungle, on arrive à la machette dans un sol dans un potager qui a été installé 5 mois plus tôt sur une terre, disons-le merdique. C'est peut-être pas un mot belge, mais à mon avis... On comprendra très bien. Et il restait 1/50e des tournesols de départ sur cette vidéo-là. Ici, donc ça a été coupé 3 fois, donc à chaque fois qu'il y a une perturbation, ça donne l'information, il faut que ça pousse à ce qui reste, il y a plus de lumière pour ce qui reste, il y a la biomasse au sol, ça fait un coup de départ. Et ce qui est très impressionnant dans les expérimentations que j'ai eues au fil des années, c'est que sur les mêmes variétés, plantées en même temps, avec les mêmes apports, enfin c'est faux ça, parce que ceux qui étaient tout seuls et pas syntropiques, ils ont eu plus d'eau que les autres. Et ceux qui étaient syntropiques moins, parce qu'ils font partie d'un système. Donc pas les mêmes apports en eau, il y en a moins pour les syntropies et pour les zones syntropie. Les tournesols et les maïs, enfin les tournesols en tout cas, ils étaient 1 mètre à 1,50 m plus haut que ceux qui n'étaient pas perturbés. Donc c'est même sur les plantes annuelles, c'est extrêmement marquant. On voit derrière des maïs là, le maïs quand on le perturbe, il peut faire 30 cm à 50 cm dans les 3 jours après la perturbation, dans les bonnes conditions. Et ça rejoint la question que tu me posais en off là, sur chez toi. On perturbe toujours avec de l'eau. Toujours avec de l'eau. Ça sert à rien de perturber hors flotte. Donc on va profiter aussi des derniers
orages. Il y a des années où il n'y en a pas, il y a des années où il y en a, mais il faut qu'il y ait de l'eau, idéalement après la perturbation. En réalité, on fait comme on peut, c'est-à-dire que s'il pleut, on peut tailler derrière, des fois on taille entre deux orages, des fois on taille, voilà. Et s'il pleut absolument pas, il faut quand même arroser un peu, notamment dans tout ce qui est potager, parce que sinon, il y a un problème il y a un double stress, à la fois la taille et à la fois le stress hydrique. Donc on peut pas, les deux ensemble, ça marche pas, quoi. Si on veut vraiment développer tout le principe de la perturbation, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est condition sine qua non. Et ça, c'est extrêmement... Enfin, c'est hallucinant, l'effet sur le sol, l'effet sur les plantes, l'effet sur la vie du sol. Ça fait 23 ans que je fais du potager, mais quand j'ai fait mon premier saut du chat, mais je suis restée speechless. C'est vraiment... c'est fondamentalement amusant. Alors, ici, je te présente mes tortues. Je suis très fière de mes tortues. C'est l'aboutissement en termes d'efficacité que j'ai trouvé le plus adéquat au bout après toutes ces années d'expérimentation. Donc tout ça, ça a été planté cet hiver, c'est tout jeune là. Là, on a une cœur de tortue, une mare, qui se trouve au confluent de la mini Synthropic Forest, de ma tortue abeille et de ma tortue zèbre. Je vais vous expliquer pourquoi j'appelle ça une tortue. Et il y a plein de petites guernoules et de trétons qui sont dedans, donc c'est chouette. Et ça permet de participer au cycle de l'eau. Juste pour info, par exemple, ici on voit des plantes qui poussent très très vite et qui vont faire de l'ombre, parce qu'on c'est plein sud-ouest ici, et ce sont des topinambours. Voilà, c'est des topinambours qui peuvent monter à 3,50 m directement dans l'année. Donc l'idée c'est qu'en plein cagnard, ils fassent de l'ombre portée. Et tout ça c'est tout neuf, mais les papyrus ils vont monter pas mal, et ça va encore faire de l'ombre, parce que faire une mare en plein soleil, c'est faire 5 cm de flotte par jour en plein été, et ça va pas, quoi. Oh, on a un naufragé ici. Voilà. Alors pourquoi tortue? Tout simplement parce que, comme je t'ai montré avec la mini Synthropic Forest, là je plante en bloc, je plante dans la masse. Sauf que c'est pas joli à dire ça. Et comme on va essayer de recréer un système en entier, avec un cycle de l'eau, où on va concentrer la biomasse de départ, comme la paille au départ pour démarrer, l'eau qu'on a au départ pour démarrer si on a besoin, l'attention, on crée un monde en soi. Et la tortue, symboliquement, c'est un bloc et c'est souvent porteur de monde aussi dans plein de cosmogonies. Donc j'aimais beaucoup ça, et surtout que tout ce qui est sud et ouest, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a un truc qu'on appelle le changement climatique. Ça crame sévère, ça brûle. Donc tout ce qui est sud et ouest, en fait, ça brûle. Et du coup, je vais faire des bords de carapace, je pourrais te montrer, avec que des espèces qu'on appelle émergentes en syntropie, qui veut dire qu'en fait elles sont très bien en plein cagnard justement, et elles sont étagées au fur et à mesure, elles montent le bord de carapace, et ensuite on rentre. Là on a une mini carapace de première année, derrière avec les tournesols et les maïs qui vont monter encore beaucoup plus haut. Au final il restera un tournesol tous les 60 cm, parce que ça devient des monstres, ça peut monter à 4 mètres, 4 mètres 50, donc c'est pas mal. Et donc on va avoir une carapace de verdure. Et l'idée, c'est de... Certes, c'est bien de travailler ton sol des maïs, mais des fois ça marche pas, parce qu'il y a des trucs qui s'appellent des limaces, des de gel, des problèmes de levée de semis, ce genre de choses. Donc le but c'est d'être le plus autonome possible de ces réussites annuelles. Ça demande un sacré travail en fait, même de repiquage derrière si ça marche pas. Donc on va aller voir. Et on est dans la zèbre, la toute jeune zèbre, alors sauf derrière où c'est un peu plus vieux cette haie-là. Et pour rebondir sur une question que tu me posais en off, sur le fait que ça brûle, des fois, tout à coup il y a du soleil, paf, ça brûle, même au printemps, c'est que en fait les plantes, généralement, on les met pas dans la strate où elles sont bien. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, par exemple, tout ce qui est cassis et groseille, le cassis ici, il va se trouver bien en strate moyenne, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé être en plein soleil. Et donc évidemment, ça va brûler. Donc si tu veux que la plante elle déploie vraiment toutes ses qualités, toutes ses possibilités, il faut qu'elle soit bien adaptée, elle soit bien dans le système, elle soit vraiment à sa place. Un exemple tellement commun qu'on fait plus attention, c'est la vigne. Une vigne, c'est une liane qui grimpe sur un arbre à la mi-ombre et qui interagit avec des racines vivantes, pas un truc sur un poteau en plein soleil. Ça s'appelle une vigne malade à la base.
Et donc, tant que c'est pas trop chaud, bah, ça marche, et puis après, ça marche plus. Donc on a tout à réapprendre, c'est vraiment très impressionnant. Moi j'ai réappris des choses, même pour l'haricot vert, je travaille des haricots verts nains depuis plus de 20 ans, et quand je les ai mis pour la première fois dans leur strate, c'est-à-dire que la plupart des jardiniers, on a tous appris à mettre tout en plein soleil pour que ça pousse bien, c'est complètement aberrant en fait. Les plantes n'ont pas les mêmes besoins. Et une fois que le haricot était dans sa strate, il était 2 fois plus gros qu'en normal, c'est-à-dire en plein soleil. Pas en train de filer, hein. Magnifique, extraordinaire, on ne pouvait plus passer dans le chemin, c'était ça. Et donc, la tortue zèbre, c'est à cause des rayures, hein. Un peu de poésie, c'est pas mal. Donc on a par exemple, on a une ligne annuelle, une ligne pérenne, une ligne pérenne, une annuelle, une pérenne, une annuelle. On peut aussi faire une pérenne, 2 annuelles, ainsi de suite. L'idée c'est qu'au bout de 3 ans, la carapace de verdure et la biomasse, le maximum de biomasse, soit apportée par les lignes pérennes qui vont aussi donner des petits fruits, qui vont aussi donner de la tisane éventuellement, qui vont aussi donner des fruits tout court. Là j'ai des pruniers aussi, j'ai des amélanchiers là-bas, enfin il y a plein de possibilités, c'est sans fin. Et du coup cette ombre portée, elle va permettre de faire des annuelles sans être dépendant de la réussite des tournesols et des maïs. C'est mieux, mais si on les a pas, c'est moins pire, comme on dit. Et par exemple ici j'utilise, je sais que ça peut paraître bizarre au début, mais on a vu les saules, c'est bien gentil les saules, mais ça demande beaucoup de taille. Et les saules, ça se mange pas trop en fait. Donc j'utilise maintenant des cassissiers que je vais garder sur 4-5 branches. Mais un cassissier ça peut devenir énorme, mais toute la biomasse supplémentaire, c'est pour la biomasse ligneuse. Donc j'utilise le cassissier pour faire des fruits et de la biomasse ligneuse. Donc au moins je taille, mais j'ai quelque chose en échange entre guillemets pour ma production. D'ailleurs, je dis ça, mais en fait j'ai tellement de cassis partout que je suis incapable de tout ramasser. Attends. Et là donc on a par exemple du prunier, on a un érable sycomore ici. Là-bas je vois plus ce que c'est. Il y a deux émergents très hauts. On a du boudléa pour la biomasse ligneuse, du cassissier, et là c'est une espèce de menthe verte, je crois que c'est la menthe carambar, je sais plus comment ça s'appelle celle-là. J'ai plein d'espèces de menthe, du coup ça m'amuse beaucoup. Qui vient, elle, couvrir totalement le sol, voire passer dans les allées, et j'ai d'autres zones où on marche sur un tapis de menthe poivrée, c'est juste incroyable. Voilà, donc ça c'est la zèbre, et là on va passer à l'abeille. En jardin-forêt, on parle souvent de 7 strates pour que chaque strate ait accès à la lumière dont elle a besoin. Mais ici, les strates sont différentes en syntropie. Oui, parce qu'en fait, on a 4 strates émergentes, hautes, moyennes et basses, en fonction du besoin de lumière de chaque plante. C'est-à-dire que la lavande, c'est une strate émergente. Pourtant, elle est toute petite. C'est pas la taille qui compte. Et du coup, on va vraiment dealer avec ça. Donc, il faut juste savoir que on va pas voir les plantes de la même façon, c'est tout. Après, on peut utiliser totalement les connaissances de jardin-forêt pour l'appliquer à ça. Oui, ça c'est important à souligner. Quand on parle de strates, on ne parle pas des mêmes. Donc, l'abeille, c'est comme la zèbre, sauf que les rayures sont plus petites. C'est-à-dire, la question qui se posait là, c'était, parce que je t'ai montré des émergents qui montent très haut, des érables sycomores, enfin, j'en ai plusieurs autres. Sauf qu'au bout d'un moment on se transforme en bûcheron, hein, et puis il faut savoir tailler, il faut pouvoir monter sur des échelles et tout ça. Et je voulais répondre à la question, ok, j'ai un petit jardin de ville par exemple où je veux pas me transformer en bûcheron, ou alors j'ai mal au dos, j'ai pas spécialement envie de... Voilà. Donc je vais travailler sur des zones avec des émergents qui ne dépassent pas spontanément 3 mètres à 3 mètres 50, comme le chalève d'automne, comme plein d'autres arbustes, notamment qu'on trouve dans les haies, et autant les faire en sorte d'en planter qui se mangent aussi, c'est plus sympa. Et donc je veux avoir toutes mes strates, mais sans avoir besoin de me transformer en bûcheron. Je veux être autonome en biomasse ligneuse et non ligneuse. Je veux pouvoir faire très longtemps du potager, m'amuser dans tous les sens parce que c'est sans fin. Là on peut tout faire, hein, du citronnier, on peut pas lisser des fruitiers, on peut absolument faire toutes les productions qu'on veut. Et voilà, c'est déjà pas mal. avoir un système
un système de cycle d'eau très intéressant, et notamment au tout début du printemps, parce qu'en mars, je ne sais pas si tu as remarqué, mais des fois il fait chaud, et on a des maïs qui sont comme ça. Donc au niveau des émergents, voilà, c'est pas terrible quoi. Il n'y a pas ce système de strate, et ça commence à brûler de plus en plus tôt, et donc je veux un système qui fonctionne dès le début. Donc là c'est la toute première année, ça vient d'être planté, tout ça cet hiver. Donc on voit qu'il y a déjà eu un bon démarrage, un petit saut du chat du départ là, ça commence. Et donc sur la moitié de la planche, j'ai des périns qui vont me donner des petits fruits, de la biomasse, de la tisane et tout ça. Ça se voit pas encore beaucoup, mais par exemple là on a de la mélisse tout le long. Et cette mélisse là, l'année prochaine, tout est vert. On a de la mélisse jusque là, j'ai déjà taillé 2 fois, pour donner une idée. Donc il y a déjà un apport. Et sur l'autre moitié, il y a une succession classique potagère. Quand je parle de succession classique, je parle de succession classique Saint-Tropique. Là, il y a des choux par exemple. Ici, il y a des... Bon là, elles ont un peu morflé avec le dernier orage. Mais on a des poivrons et des oignons de conservation. Au milieu, cette année, on a du tournesol. Et ensuite, ça continue comme ça. Et là, on a de la biomasse pérenne avec les consoudes. Et ça recommence, on a de l'arbre faisan, on a des chalefs et tout ça. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette carapace qui n'est pas très très haute, et toujours à la fois cette production de légumes avec cette production de petits fruits, de biomasse et tout ça. Et pour éviter bien entendu que les arbres viennent coloniser la partie potagère, tous les ans on va faire en miniature ce que font les gens qui font de l'agroforesterie classique en plein champ par exemple, c'est qu'on va venir, soit ils le font tracteur, pas nous, on va venir prendre une pelle bêche et trancher au milieu pour que les racines ne viennent pas, les racines annuelles ne viennent plus s'installer dans la partie potagère. Ce qui fait que très vite, moi je donne 3 ans maximum, on se retrouve avec une autonomie, enfin une résilience en eau, un cycle de l'eau qui est installé tout de suite au printemps et qu'on va tailler en fonction des besoins en lumière, tout simplement. S'il y a trop, si on a trop, on perturbe, c'est pas très compliqué. Alors si on est dans une zone qui a 1 an et demi depuis la plantation, il n'y a pas eu de saut du chat, je suis très déçue, il devrait faire 3 mètres de haut. Mais j'avais loupé mes bordures vivantes, comme ça ne se voit pas cette année, parce que les consoudes ont vraiment eu du mal à démarrer la première année, et en plus la mélisse n'est quasiment pas sortie, donc là ça se voit pas beaucoup, mais il va falloir qu'on retaille. On a repliqué une centaine de mini-mottes de mélisse cette année, pour réussir les bordures vivantes, parce qu'on veut de la biomasse, n'est-ce pas? Donc là on a déjà taillé 2 fois, la dernière fois c'était un ras totalement, et là on va devoir retailler une autre fois, parce qu'après on ne voit plus ce qui pousse au milieu. Et la production principale ici, comme ça ne se voit pas, c'est du cassis et des mûriers blancs, des arbres mûriers blancs. Donc là ils sont cachés quelque part. Et ça ce sont mes émergents, que j'aime beaucoup. Donc cette année je vais avoir mon saut du chat, parce qu'avec la biomasse qu'il y a eu, c'est pas mal. Voilà, c'est assez... Et donc la question que tu posais aussi c'était, est-ce que c'est de la Booking 14, c'est-à-dire une qui n'est pas censée pourrir. Moi je l'aime pas trop parce qu'elle met du temps à démarrer au printemps chez moi. Et puis en même temps elle finit toujours par s'étaler. Donc non, ça ne pose pas de problème si on perturbe. En fait on ne connaît pas les plantes avec perturbation dans un système. Mais si on perturbe régulièrement la consoude, elle va rester là où elle est et tout va bien. Si on la perturbe pas, on se retrouve avec un champ de consoude bien évidemment. Parce que ça court de partout. Et voilà, donc là c'est avant, ça c'est après, avant perturbation, je vais y arriver. Et je peux te montrer après perturbation. Là c'est même âge, même plantation, sauf que ça a été taillé à 2 semaines de différence, un truc comme ça. Et donc là tout ce qui est noir par terre, c'est la consoude previously cut, coupée juste avant, qui est en train de se décomposer, et on voit les reparts de consoude derrière. Et ici par exemple, on n'a pas encore perturbé celle-là, parce que je veux faire de la tisane, donc je voulais garder cette petite zone. On voit la menthe poivrée derrière, et c'est ici que c'est incroyable. On marchait avant de pondre, là on marchait sur un tapis de menthe poivrée, c'est juste magique. Et on taille la menthe pour de la biomasse, donc à un moment l'abondance, c'est que quand tu prends ce dont tu as besoin, tu vois pas la différence avant, après, tellement c'est énorme. Donc là par exemple on a planté en même temps, dans les mêmes conditions, sauf que lui il a reçu le saut du chat, et il fait le double.
Il est assez impressionnant. Quand je l'avais calculé, il était à 3 mètres et là je pense qu'il a pris un peu plus. Hein. Donc la différence elle est énorme. Elle est énorme. Oui, c'est très très impressionnant. Saut du chat ou pas saut du chat, c'est pas pareil du tout. Quoi. Regarde, on a même mis du fenouil dans les allées parce qu'on savait plus où les mettre sur les rangs. C'est n'importe quoi. Tu as écrit un livre qui est d'ailleurs en précommande. Peux-tu nous en dire plus? Alors, c'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a 3 ans, qui explore à la fois les parties principes fondamentaux de la syntropie et leur application bien pratico-pratique chez nous en climat tempéré. C'est le premier qui existe sur le sujet, il n'y en a pas d'autres pour le moment. Il y en a un qui a été écrit en portugais par des élèves de Ernst sur la philosophie pure et les références qu'ils font c'est sur le tropical de toute façon. Et qui va être traduit dans les années à venir, donc on attend ça avec impatience, ça c'est chouette. Mais sinon ce bouquin-là, le bouquin que j'ai écrit, il est en A4, il fait 160 pages, c'est pas écrit gros, il y a beaucoup de choses dedans. Et ça permet déjà d'avoir des bonnes bases pour faire déjà, comme on est ici, là, du potager, avoir des bases pour les successions pérennes, pour ceux qui ont déjà de la connaissance là-dedans. Sinon après, si on veut vraiment aller loin dans la compréhension du processus, parce que c'est pas que l'intellectuel, hein, c'est vraiment dans les tripes qu'il faut que ça descende, il n'y a que la pratique qui compte hein, là-dedans. Au final, il faut faire des formations avec moi ou un de mes collègues pour vraiment intégrer, parce que il faut le voir. Des fois, les vidéos, les images qu'on a vues la montrent, par exemple l'abondance de la biomasse, mais tant qu'on ne l'a pas vue, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, tant qu'on n'a pas coupé, on ne se rend pas compte de l'énormité de la chose. Et voilà, donc ce bouquin, j'ai utilisé toutes les bases pédagogiques que j'ai testées pendant plus d'1 an et demi de formation, là, avec les équipes les unes après les autres, pour vraiment s'adapter à toutes les manières de penser, parce que c'est très systémique, ça fonctionne en système, hein, on ne pense plus qu'en système, en syntropie. Et du coup, il y a des gens qui ont plus de mal à penser comme ça, donc j'ai vraiment essayé de travailler sur tous les types de pensée et de réflexion pour pouvoir avoir quelque chose de construit, pour aller petit à petit profondément à la fois dans les principes et leur application technique. Donc ça peut passer d'un chapitre assez philosophique à un chapitre où on a des exemples de planches de succession légumière ou autres. Et voilà, c'est un premier jet bien complet, on va dire comme ça. Et il est en précommande sur le site et il sortira physiquement fin juillet. Voilà. Tu écris aussi des livres pour enfants, peux-tu nous en dire plus? Oui, des contes philosophiques qui d'ailleurs reprennent des fondamentaux qu'on va retrouver dans la syntropie et qui permettent d'être abordés avec les enfants, d'aborder des notions pas forcément faciles comme l'impermanence, les relations de cause à effet, ce genre de choses, sans que ces gros mots-là soient dits, avec les figures traditionnelles du conte. Et c'est sorti chez Rapsel Éditions, et d'ailleurs c'est sorti aussi en Belgique, en Suisse, au Québec, en France, donc on le trouve un peu partout. Il suffit de le commander chez le libraire. Voilà. Très bien, merci. Vous pouvez retrouver les liens vers les livres d'Anaëlle en bas de la vidéo. Merci beaucoup pour la visite. Avec grand plaisir. On a pu voir donc l'abondance de la syntropie. J'espère que le sujet de la vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire. Et on se dit à bientôt les permapotes. Salut!